Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, nous sommes le 19 juin, c'est le 14e numéro de Bienvenue au Jardin et je suis au micro comme d'habitude avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager, à être ensemble à partir du samedi à 8h. Vous avez l'émission quasiment comme un direct et on chatte. Alors juste entre 8 et 9h. Après, vous pouvez la regarder comme vous voulez sur News Jardin TV ou l'écouter sur tous les sites de podcast. C'est fait pour ça et c'est du 100% jardin, du 100% nature, parce que Monsieur Roland, oui, c'est le jardinier au naturel. « 170e jour de l'année », ça se rapproche du milieu. Ben oui, ça y est, et puis même de la fin. Ouais, on n'a jamais été aussi près de la fin qu'aujourd'hui. Ah ouais. Oui, en quelque sorte, c'est quand même un peu triste de démarrer une émission avec une notion philosophique comme ça. 29e jour du signe astrologique des Gémeaux et premier jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain français. Et plante de saison qui est associée, le seigle. Alors le seigle... Est-ce qu'il y en a dans ta région? Oui, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas une culture qu'on rencontre fréquemment. Donc c'est une plante annuelle, ça fait partie des graminées, elle a utilisé. Alors on peut la comparer un peu au blé, parce que le blé, il est un peu plus petit. Le seigle est capable de faire près d'un 1,20 m, 1,40 m de haut. Et puis l'épi, il est beaucoup plus barbu et un petit peu plus serré que le blé. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi des blés barbus. Alors parfois, c'est pas évident de trouver, mais quand vous voyez effectivement des grandes céréales, parce qu'en fait c'est une graminée, mais elle fait partie de ce groupe des céréales que l'on consomme, eh bien, vous avez du seigle. Alors, c'est une culture très, très ancienne, le seigle. Oui, parce qu'il y a les Germains, les Celtes qui l'utilisaient. Ils faisaient des galettes, ils faisaient même les toits, puisque comme les chaumes sont très grands, c'était bien pratique pour faire le toit avec. Donc, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Il n'y a pas que. Parce que les chaumières d'aujourd'hui sont encore faites avec la paille de seigle. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'on en fait d'autre ? Alors, on en fait des paillassons. Tu sais qu'on faisait les ruches, on a parlé dans notre dernière émission des fameuses ruches. Alors, il y a les ruches, on en voit encore dans les films, là, les ruches qui sont bien en chaume, finalement. Oui. C'est des mini-chaumières à abeilles. Mais tu parles de paillassons, c'est vrai que ça permet quand même de faire des couvertures pour les châssis ou pour les plantes. Par exemple, si vous avez des bananiers à protéger cet hiver, un bon paillasson en seigle, ça, c'est quand même pas mal. Alors, on l'utilise, il faut savoir, comme culture intermédiaire pour piéger les nitrates, de façon à couvrir le sol avant les cultures de printemps. Ça, c'est en agriculture, parce qu'en fait, c'est une plante dont le système racinaire s'étend énormément, donc il tale pendant l'automne, et après, comme il croît très rapidement au printemps, eh bien, il va permettre à la fois donc de capturer l'azote pour pas que ça migre en profondeur, que ça nous fasse des nitrates, et puis aussi ça va lutter un peu contre les mauvaises herbes. Alors nous sommes donc, je le disais, le 19 juin. Le 19 juin, qu'est-ce qui s'est passé le 19 juin 1840 ? 1840, oh non, il est mort. C'est le jour de sa mort de notre ami Pierre-Joseph Redouté. Quel âge avait-il ? Il est né en 1759, donc il avait un certain âge. Il avait un certain âge, comme tu dis. Oui, je crois que ça avait 71 ans, si je ne me trompe pas. C'était le Raphaël des fleurs. Pierre-Joseph Redouté a été certainement le meilleur artiste botaniste, pas simplement de sa génération, pas simplement du XVIIIe siècle. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire encore aujourd'hui. Livre qui existe encore sur le marché de l'époque coûte des fortunes, mais c'est d'une beauté absolument
génial. Alors, 19 juin, on fête la Saint-Romuald, on fête aussi la Saint-Jude. Quel est ton dicton, mon cher Roland? Un dicton intelligent peut-être. Alors, la pluie de Saint-Gervais fait le pain mauvais. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'elle va polluer le blé et on risque d'avoir, par exemple, en ce moment, on a peut-être l'épi qui commence à se former. S'il y a trop de pluie, on va avoir de la pourriture. Et à l'époque, on ne traitait pas. Et on avait donc des risques d'avoir du pain qui était moisi, enfin qui était déjà avec du mauvais blé. Moi, j'ai un dicton un tout petit peu plus jardinier. On dit « carottes semées à Saint-Romuald seront croquées des Saint-Oswald Saint-Oswald, le 5 août. » Ah oui, le 5 août. Dis donc, elles sont précoces. Sonnerie égale courrier. Ah, c'est Annie. Annie qui nous interpelle et qui dit « Mon pommier pousse tout en feuilles, que faire ?» Alors c'est déjà une bonne nouvelle que le pommier ait des feuilles, ça veut dire qu'il est en forme. Et puis on peut poser une première question à Annie qui ne va pas nous répondre, mais quel est l'âge de ce pommier? Parce que s'il est tout jeune, forcément il va pousser en feuilles, ça c'est logique. Sur les arbres greffés, on a très souvent quand même une floraison pratiquement dès la 2e ou 3e année. Bon, il faut savoir que les arbres fruitiers à pépins, donc pommiers, poiriers, ont un cycle de fructification de 3 ans. Quand vous partez d'un rameau à bois, c'est-à-dire donc une pousse avec simplement des feuilles, il vous faut cette année-là, plus une année intermédiaire, et la 3e pour obtenir les premières fleurs. Ça, c'est le cycle normal. Quand on me dit, en général, j'ai une plante qui pousse tout en feuilles, moi je dis c'est quelqu'un comme Roland qui utilise de la matière organique comme un fou furieux et qui a oublié que ça apportait essentiellement de l'azote. Dans l'émission précédente, nous vous avions parlé justement des fameux NPK, donc avec cet azote qui favorise le développement foliacé au détriment de la fructification, de la floraison d'abord, évidemment, et de la fructification ensuite. Donc, limiter sur les arbres fruitiers qui sont trop vigoureux, ça se voit, puisque ça pousse énormément, limiter les apports organiques. Derrière ça, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour moduler? Alors, tu en avais parlé dans une précédente émission, tu avais parlé de la taille en verre, oui. Et là, ça va être important, puisque notre arbre va produire du bois, donc du feuillage, et donc la taille en verre qu'on va commencer bientôt. On aurait pu déjà commencer. Oui. Tailler en verre, ça va être raccourcir un peu les branches à bois. On compte généralement 4 à 5 feuilles à partir de la base. Alors, une petite technique, parce que généralement, on fait exactement l'inverse. Sachez que plus une plante est vigoureuse et plus on la taille long. Pourquoi? Pour tout simplement que le parcours de la sève soit allongé, ralenti, et donc que la croissance soit limitée. À l'inverse, quand vous avez une plante un peu chétive, mais là ce n'est pas le cas, vous avez intérêt à tailler plus court parce que vous stimulez une sorte de réaction naturelle de la plante par rapport à l'agression qu'on lui a fait avec le sécateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Vous pincez actuellement 4-5 feuilles. Il va y avoir ce qui s'appelle des rameaux anticipés. Donc, quand je fais ce signe-là, pour ceux qui nous voient à la vidéo, c'est-à-dire que ça part des deux côtés, parce que chaque fois que vous pincez, vous avez ce qu'on appelle la dichotomie, à savoir que 2 yeux démarrent. On appelle ça des rameaux anticipés, qu'on retaillera dans le courant du mois d'août ou début septembre à 2 ou 3 feuilles, c'est selon. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Eh bien, nous sommes passés de 2 à 3. Vous voyez, nous avons une invitée. Elle s'appelle Caroline Munoz. Si vous regardez C8 à midi avec William Lémergie, vous la rencontrez de temps en temps. Bonjour Caroline. Bonjour à vous deux. Alors Caroline est avec nous parce qu'on va parler tout à l'heure de son livre, Mon jardin urbain. Mais en attendant, on va rester concentré, on est sur Parole d'experts. Aujourd'hui, on vous parle des nouveaux produits naturels. Alors ça, c'est spécialité number 1 pour Mr. Roland Motte. Alors, on a effectivement dans le naturel pas mal évolué, on va dire, parce qu'on était parti de ce qu'on trouvait comme ça dans la nature, mais maintenant,
Alors à la fois parce que tout le monde veut jardiner naturel, notamment les jardiniers urbains, eh bien on trouve aussi des choses dans le commerce qui vont nous aider à jardiner au naturel. Tu voulais aussi peut-être insister par rapport à la loi Labbé. Oui, on n'a pas eu le choix, puisque la loi Labbé nous a imposé, dit on veut jardiner au naturel avant, on allait au plus efficace, au plus pratique. Et aujourd'hui, on n'a plus les produits, entre guillemets, chimiques. Oui. Et donc maintenant, on trouve et on recherche vraiment plus précisément des produits naturels. Donc on a des choses un peu plus précises et des expériences qui commencent à arriver. Et Caroline, tu as des expériences en jardinage naturel urbain? Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus la tendance. On fait attention à nos plantes, aux animaux aussi, aux auxiliaires du jardin. Donc oui, c'est vrai que c'est une demande en tout cas. Voilà, même quand on est en jardinage urbain. Alors on va recommencer par un produit qui est assez particulier, qui s'appelle le biochar, qu'on appelle aussi la terra preta, cette fameuse terre sombre d'Amazonie, et qui est à base donc de charbon de bois. Tu utilises ça? Absolument pas. Non, je ne savais même pas que ça existait. C'est mal parti pour la rubrique. Non, je ne savais pas que ça existait parce que la terre, je rajoute pas grand-chose. Oui. Alors en fait, c'est une terre qui est fabriquée avec du charbon de bois. Il y a aussi des débris de poterie. C'est une terre qu'on a retrouvée dans certaines fouilles précolombiennes. C'est une terre que l'on a aussi beaucoup, enfin pas nous, mais les Indiens d'Amazonie ont utilisé et se sont rendus compte que ça donnait vraiment une fertilité. Alors moi, je l'ai déjà utilisé parce qu'il y avait déjà eu des tentatives dans certaines marques. Ça fait un amendement au niveau de la structure du sol. Mais, alors à moins d'avoir, je pense, un sol très sableux, très pauvre, où il n'y a rien dedans, ça n'a pas non plus un intérêt extraordinaire. Et ça se trouve facilement? Alors ça commence à se trouver, il y a Fertilis, il y a Neudorf, je crois, qui font ce genre de produit-là. Oui, on le trouve en sac tout simplement. Alors, on va parler d'une chose à la fois plus peut-être subtile que les dames aiment bien généralement, qui sont les huiles essentielles. Oui, c'est vrai. Oui, pas que les dames. Je ne vais pas dire le contraire. Alors là, on ne va pas en parler au niveau cosmétique, on va en parler au niveau jardin, parce que on commence à sentir, on va dire, quelque chose de très très intéressant derrière ça. Ben oui, puis en particulier pour les insectes, puisque on a des plantes qui repoussent les insectes. Et donc, quand on va faire des huiles essentielles de menthe, par exemple, eh bien, on va pouvoir repousser les pucerons. Alors, on va pas les éradiquer, j'aime pas ce mot-là, mais on va pas éradiquer, on va juste les repousser, on va déposer les huiles essentielles. Qu'est-ce que ça fait? C'est insectifuge, oui. Donc, on va pouvoir déposer ces huiles essentielles sur certaines plantes. Et ben, c'est ce qu'on faisait pour la lavande, par exemple. Quand on plante une lavande à côté d'un rosier, ça... l'huile essentielle, entre guillemets, naturelle, permet de repousser naturellement les pucerons. Alors, c'est naturel de chez naturel, et parce que c'est naturel, c'est bien. Mais on va encore plus loin. Oui. L'huile essentielle d'orange, elle, a des réelles propriétés insecticides, cette fois. Et lorsqu'il y a application de cette huile essentielle d'orange, on a vraiment une destruction des ravageurs. Mais ça va encore plus loin. C'est qu'on s'est rendu compte que ça avait aussi une efficacité contre la germination des spores de maladies cryptogamiques. Et on peut donc utiliser aujourd'hui de l'huile essentielle d'orange. Alors, ça serait mieux quand même d'utiliser un produit comme par exemple Oriange de chez Solabiol, qui est le seul pour l'instant, je pense, sur le commerce à avoir une homologation. Parce que c'est subtil, on le disait tout à l'heure, hein, l'huile essentielle, il ne faut pas en mettre de trop. Oui, c'est ça. C'est comme pour les humains, hein. C'est pareil, si tu en mets trop, ça peut être toxique pour toi. Exactement, ça peut avoir une toxicité, de toute façon on vient de l'expliquer. À partir du moment où ça peut tuer des pucerons, il est évident que c'est quand même pas du petit lait. Donc il faut faire attention avec ce type de produit, de manière à avoir cette efficacité sans craindre. Parce que je voudrais rappeler un truc. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Mettez-vous ça dans la tête. Il y a trop de personnes qui pensent que c'est bio, donc on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut toujours être très sérieux. Autre huile essentielle que tu utilises? Huile, par exemple, de l'ail, le thym serpollet, ou le thym serpollet contre l'oïdium ou l'origan contre le mildiou. Ouais, on a de la tanaisie au jardin, et donc on fait des décoctions qui vont nous permettre de limiter un petit peu, quand on pulvérise sur les rosiers, ça peut limiter la rouille. C'est le jardinier des tisanes, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Et on va continuer
à prendre des choses, style un peu aussi tisane, avec le bicarbonate de soude. Alors, est-ce que tu utilises du bicarbonate de soude dans ton jardin? Alors, dans mon jardin, pas trop, en fait, mais chez moi, énormément. Bon, t'as trop mangé, quoi. Non, pas seulement pour nettoyer. Le bicarbonate, ça a plein de vertus incroyables pour nettoyer naturellement et évidemment pour remplacer tous ces produits d'entretien qui sont nocifs pour l'intérieur de nos maisons et notre santé. Exactement, mais pour le jardin, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça avait des propriétés anti-cryptogamiques. Oui, en particulier pour l'oïdium d'une part et le mildiou d'autre part. On arrive à limiter le mildiou, c'est un vrai problème sur nos tomates. Et donc, en utilisant du bicarbonate, alors pareil, de façon mesurée, eh bien, on arrive à limiter le mildiou. Je dis limiter parce que éradiquer, c'est pareil, hein, ça ne va pas le faire. Et comment vous l'utilisez alors justement? Alors, il faut l'utiliser évidemment en pulvérisation. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que ce bicarbonate, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Ça a été approuvé comme substance de base. Alors les substances de base, c'est ce qu'on a ajouté aujourd'hui dans ce qu'on appelle le biocontrôle pour qu'on puisse justement avoir encore quelques petits trucs que l'on peut utiliser pour soigner nos plantes. Mais ça a été vraiment confirmé au niveau européen et aujourd'hui, donc, on utilise pour la protection des plantes. Alors, on dit qu'il y a 70 types de cultures qui peuvent être protégées par le bicarbonate de soude. Encore une fois, c'est vraiment du travail fin pour le jardinier. C'est-à-dire que c'est plutôt... D'abord, c'est de l'anticipation. Ça ne soigne pas la plante. Oui, c'est préventif. Voilà, oui, ça va empêcher, un peu comme l'huile essentielle d'orange tout à l'heure, la germination des spores. Donc, il faut savoir à quel moment l'utiliser. Et c'est toujours délicat parce que les maladies cryptogamiques se développent essentiellement lorsqu'il y a de l'humidité. Et si on pulvérise quand il pleut, eh bien, on nettoie le produit, on n'est pas du tout efficace. Alors, un autre produit qui pourrait être quand même intéressant à certains titres, c'est la terre de diatomée. Oui, la terre de diatomée qu'on utilise en intérieur hein, oui, pour éliminer les petites bestioles, les punaises, etc. Les punaises de lit. Oui. Bon, qu'on a régulièrement, mais il y en ça, a plus ça maintenant. Il n'y en a plus parce que j'ai mis de la terre de diatomée. Non, j'en ai pas mis, on n'a pas de punaise de lit. Et donc, il paraît, et je vais dire il paraît, parce que je ne sais pas, que c'est efficace aussi au jardin pour supprimer quelques insectes. Donc, si ça permet d'éliminer les punaises, ça devrait bien éliminer des insectes. Mais là, je mettrai un bémol, si ça élimine tous les insectes. Oui, il y a toujours... Alors, ça ne les élimine pas non plus, ça peut avoir un effet de barrière, mais il est vrai que la diatomée, c'est quoi en fait? C'est une algue microscopique dont l'enveloppe est siliceuse. Et donc c'est ce squelette-là qui s'est accumulé et qui nous fait donc cette poudre. Et cette poudre, au niveau de l'insecte, c'est un peu comme si on était des fakirs qui marchaient sur des morceaux de verre. Donc ça peut quand même esquinter pas mal les insectes, donc c'est pas toujours très sympa. Malgré tout, c'est quand même naturel. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Caroline, on va parler d'actualité aujourd'hui et on a l'habitude donc de présenter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont nouvelles ou qui sont très intéressantes. Et Roland, qu'est-ce que tu as à nous présenter? C'est un géotextile matelot, merci. C'est plus difficile à dire que bidule. Ah oui, c'est ça. Donc on va rester sur le bidule, il s'appelle matelot. Donc c'est un produit qui permet... Matelot. Comme un matelot? Non, il va mater l'eau. Un jeu de mots. Le jeu de mots, bien sûr. Et donc mon bidule va se mettre dans le fond des massifs ou dans le fond des pots. Il va permettre de garder l'eau. Donc c'est un genre de feutre de jardin, ça va se découper et il va conserver l'eau. Donc on met du terreau dans le fond, on rajoute mon matelot et puis on va rajouter le terreau. Donc ça fait comme un matelas d'eau. Un matelas d'eau, une réserve d'eau, et donc en plus c'est pas très cher. Hein. J'ai regardé ça, c'est 3,95 les 25 cm, donc pour un pot c'est bien. Ça se trouve, par contre on a un peu de mal à le trouver encore. C'est 3,95 les 25 cm, mais ça se vend que par 2 km. Oui. Donc vous êtes embêtés. Non, en fait, vous regardez donc mat, M-A-T, apostrophe l'eau, L-E-A-U, et vous aurez ça sur l'internet. Alors moi je vais aller dans le même sens que toi un petit peu par rapport à l'arrosage, parce que c'est quand même un peu la saison, il faut le dire. Je pense avoir trouvé le programmateur le plus simple du marché. C'est-à-dire que vous avez, comme tous les programmateurs, une petite boîte que l'on va visser sur le robinet. Et d'habitude, il y a tout un truc, un programme, machin, etc. Non, là, c'est marqué. Donc, il y a une sorte de roue crantée. Ouais. Donc, il y a marqué, si tu veux arroser 1 heure
bah, tu mets 1 heure, et puis après, si tu veux arroser tous les 2 jours, tu mets tous les 2 jours. Puis c'est tout, on fait plus rien. Ah, mais et ça c'est marche génial, tout seul. ça. Ouais. Ça s'appelle Select Controller. Alors je sais pas pourquoi on nous met toujours des trucs en anglais. Bon, c'est vrai que c'est Ozlock, donc c'est une marque d'origine anglaise, même si aujourd'hui c'est une société française. Mais donc ça s'appelle le Select Controller. C'est quand même très très bien. Donc vous avez 16 programmes qui sont tout marqués. Donc hop, ils sont prêts à régler. Ça marche tout seul et ça fonctionne. Alors bien sûr, n'oubliez pas, il faut mettre 2 piles. Ça coûte 35 €. Salon manifestation, rien de particulier à signaler en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas, envoyez-nous sur patrick@newsjardin.tv tous vos programmes de manifestation jardin. On aura le plaisir de vous en parler maintenant. Au niveau donc du coup de cœur, un petit truc sympa quand même. Alors, de coup de cœur, oui, bien sûr. Alors, moi, je vous écoutais. Moi, par Caroline. Je les regarde avec des yeux rouges. Je suis tellement fan des deux que... Moi, je sais qu'est-ce que plus quoi dire. Alors, je vais vous parler du concours national des jardins potagers. Je vous en ai déjà parlé, organisé par la SNHF. Il existe depuis 2001, ce concours. On arrive bientôt à la fin du mois de juin. Donc, il est temps de rendre vos dossiers. Donc, allez, 4-5 photos pour présenter. Il suffit de télécharger le bon de participation sur le site de la SNHF. Et c'est le moment de participer. Pourquoi ? Parce que les potagers sont beaux en ce moment. Il est temps de les prendre en photo. Il est temps de renvoyer votre dossier. Alors, ne vous excitez quand même pas. On est dans le jardin. Vous avez jusqu'au 5 juillet. On a vu que le printemps était quand même relativement tardif. Il est probable que votre potager ne soit pas au top de sa beauté. Donc, attendez un peu parce que les jurys, eux, ils vont regarder uniquement vos photos. Faites attention. Alors, je voudrais vous inciter à aller du côté d'Angers dans un endroit formidable qui s'appelle Terra Botanica. C'est le parc du végétal. Il fête cette année sa 11e année d'ouverture. Il a créé encore un nouvel espace qui s'appelle les Mystères de la Forêt. Alors c'est plutôt pour les enfants parce que c'est de sortes de suspensions entre les arbres, des filets où on se balade. Mais comme partout dans Terra Botanica, il y a toujours de l'info. Il y a toujours une idée derrière cela. Et c'est vraiment le moment. Alors tout l'été et jusqu'à la fin septembre, début octobre, ça vaut le coup d'y passer au moins une journée, parce que c'est très très grand, donc une journée parfois c'est un petit peu limite, mais n'hésitez pas. Si vous êtes sur la route d'Angers, peut-être pour prendre vos vacances, arrêtez-vous à Terra Botanica, ça vaut vraiment le détour. Et maintenant, on va faire un petit détour du côté de nos annonceurs pour une petite page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Et ça sonne de nouveau. Donc, qui est-ce qui nous a écrit, mon cher Roland ? C'est Chris. Ah, alors, Chris. And the Queen peut-être, mais Chris. J'ai appris dans un de vos dossiers il y a quelques semaines que certains terreaux contiennent de la tourbe, alors que les tourbières sont en voie de disparition. Peut-on trouver des terreaux sans tourbe ? C'est une question fermée, la réponse est oui. On peut, c'est pas forcément très évident. T'aimes bien la tourbe ou non ? Non, pas spécialement. Je ne mets pas spécialement dans mes plantes ou non. Non, mais dans ton terreau, tu fais attention qu'il y ait de la tourbe ou pas ? Non, pas du tout. Alors elle achète ce qu'il faut, comme ça. Bon, de toute façon, du moment que ça marche, c'est important. Toutefois, il faut quand même savoir que les tourbières sont aujourd'hui des espaces naturels assez menacés. Ça fait partie de ce qu'on appelle donc les zones humides et on veille attentivement à réduire l'exploitation. Alors il faut savoir que ce ne sont pas les jardiniers ou même les agriculteurs qui sont les premiers consommateurs de tourbe, ce sont principalement les gens qui se chauffent encore
avec cette énergie fossile, c'est un truc de fou. Hein. Oui. On se chauffe encore, notamment en Irlande. En Irlande, oui. Avec de la tourbe, et ils en consomment beaucoup. Mais on essaye aujourd'hui de remplacer la tourbe. Alors on va la remplacer par quoi? Eh bien, il y a des recherches qui sont faites. Je citais juste une entreprise qui s'appelle la Florantaise, qui a 20 ans de travail sur le sujet. 20 ans, qui va utiliser du bois, par exemple. Ils ont de l'hortifibre. On va pouvoir travailler le bois. Alors, au début, on avait des problèmes parce que le bois bloquait un peu l'azote. Les plantes se développent pas bien dedans. Les recherches ont bien évolué et on va pouvoir remplacer la tourbe grâce à ce bois. Enfin, c'est simple de dire du bois, mais c'est un peu plus compliqué. Non, en fait, ils ont réussi à d'abord éliminer les tanins. Oui. Il faut éliminer les tanins parce que ça a effectivement un côté bloquant. Après, il faut transformer les plaquettes de bois en fibres. Donc, il faut pouvoir extraire tout cela. C'est une technique qui n'est pas encore très répandue. Tu as cité la Florantaise, c'est vraiment eux qui ont lancé ça. On trouve de la fibre de coco. Alors, c'est peut-être un tout petit peu moins écolo parce qu'il faut la faire voyager depuis les pays des cocotiers. Simplement, il faut savoir que la ressource, elle est considérable. En matière de fibre de coco, vous ne pouvez pas vous imaginer les monceaux de noix de coco qui traînent dans les zones où les cocotiers sont exploités. On va aussi, dans ces composts, on n'est plus vraiment dans un terreau, on est dans un mélange de produits qu'on a pris comme ça et qu'on a mis ensemble. Un terreau, normalement, ça devrait être composté. Bon, là, on ne les fait pas vraiment composter, mais on met du compost. On va mettre du compost végétal et puis aussi des écorces, parce que c'est aujourd'hui un petit peu ce que l'on trouve dans le commerce. Donc, de l'écorce compostée, de la fibre de coco, de la fibre de bois, du compost, du fumier de cheval pour donner un peu de peps, et puis on met de l'engrais organique pour avoir tout cela. Donc vous le trouvez surtout sur Internet, parce que... Alors, où ça commence dans la distribution jardin, on commence à voir des packaging avec terreau sans tourbe. Il y en a chez Fertiligène, il y en a chez Castorama, Jardiland et Truffaut. Oui, on en trouve. Eh ben c'est bien. De terreau sans tourbe, tant qu'à faire. D'ailleurs, si vous l'utilisez, vous nous écrivez en disant ouais, c'était très très bien, ou alors c'était catastrophique. Nous, on aime bien avoir aussi vos propres expériences. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors, chers amis, ça va être extrêmement costaud aujourd'hui. Accrochez-vous parce que nous allons parler de biodiversité. Nous allons parler d'un jardin pour la biodiversité. S'il y a un mot qui est vraiment galvaudé à toutes les sauces et dont je pense pratiquement personne n'est capable de donner exactement la définition aujourd'hui, c'est bien ce terme-là. Donc, la biodiversité, donc, sachez que le fameux Edward Wilson, qui a été le premier à utiliser ce mot biodiversity, il avait dit la chose suivante. La biodiversité est l'une des plus grandes richesses de la planète et pourtant la moins reconnue comme telle. Et je crois que c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce que l'on veut, on va dire, c'est de recréer de la vie, c'est d'avoir un jardin vivant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le tout vivant, y compris nous. C'est-à-dire que le vivant, eh bien, c'est les insectes, c'est les arbustes, c'est les petites bestioles, et c'est nous dans notre jardin. Parce que moi, je vais rester au niveau du jardin, on ne va pas aller sur le reste de la biodiversité, parce que là, il y en aurait pour des heures. Mais dans notre jardin, quelle est notre biodiversité? Comment est-ce qu'on va gérer ce jardin de façon à vivre en harmonie avec tout le monde? Alors, le mot harmonie est très, très important. Toi, tu fais du jardinage en ville. Est-ce que tu as remarqué donc le simple fait de faire ton petit jardin, ça crée justement des arrivées? Oui, ça crée des arrivées d'animaux et c'est essentiel au jardin et en ville d'autant plus. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'abeilles. On peut justement mettre des petites ruches dans son petit jardin urbain, c'est possible. On peut préserver tous ces animaux et c'est essentiel parce qu'on est en ville et en plus, il y a un besoin vis-à-vis des gens qui ont besoin justement de faire vivre leur jardin de façon naturelle et de voir justement tout ça grouiller au milieu de nos petites fleurs. Alors attention, la biodiversité, ce n'est pas simplement l'ensemble des espèces animales et végétales qui vivent dans un milieu, mais c'est aussi les interactions qu'ils ont ensemble. Et quand on parle justement d'écosystème, d'équilibre, c'est là que la complexité se fait. Et dans un jardin, c'est pas toujours commode, notamment par rapport à un jardin potager, comme tu peux faire toi chez toi, Roland. Oui, mais c'est à nous de nous adapter. Encore une fois, c'est le jardinier qui va choisir et le jardin potager, il peut se trouver partout. Alors, est-ce que c'est un jardin qui doit être potager ou est-ce que c'est le potager qui doit aller dans le jardin? L'important pour créer de la biodiversité, c'est de créer des éléments différents. C'est-à-dire, c'est plus un jardin, c'est des éléments qui créent
Puis il faut le penser. des jardins, C'est ça. un peu de potager, un peu de fleurs, un peu de ceci, un peu de ça, une mare, par exemple. Oui, Il ne faut pas essentiel. oublier. Oui. Hein, nous, on le voit, on n'a pas une vraie mare, on a un bassin. Mais le bassin, lui, génère une vie, mais carrément comme de la vie spontanée. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien, et puis tout d'un coup, hop, c'est vivant. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors bien entendu, qu'est-ce que l'on va faire? On va éviter les pollutions. Oui, alors les pollutions, c'est vrai que quand on a cette volonté de biodiversité, les pollutions, ça va surtout passer par les produits. Si c'est de ça dont tu parlais, bah oui. Et on en aura moins besoin, parce que moi, je m'en rends compte dans notre jardin qui est plus grand que ton balcon, mais pas si grand, mais tout grand quand même. Le fait de mélanger toutes les plantes fait que, par exemple, les pucerons, j'en ai pas beaucoup. Quoi. Oui, moi non C'est plus. très, très, très peu. Alors ce que je voudrais aussi insister, même plus qu'insister, je voudrais même carrément hurler pour ça, Bon, vas-y. c'est d'avoir une vision beaucoup plus élargie que nos amis écologistes intégristes ont aujourd'hui. La biodiversité n'est pas que sauvage et je le crie haut et fort. C'est pas assez fort. Les jardiniers, les créateurs de variétés génèrent une biodiversité qui est énormément plus riche et plus variée que peut l'avoir la nature. Un exemple. Nous avons en France environ 5000 espèces de végétaux sauvages. Si l'on prend l'ensemble des catalogues de pépiniéristes et d'horticulteurs qui agissent sur notre territoire, on aura à minima 50 000 espèces et variétés différentes. Le rapport est de 1 à 10. Or, aujourd'hui, la biodiversité domestique, si on ne veut pas dire cultivée, eh bien, elle n'est absolument pas reconnue par les instances qui travaillent autour de ça. Et je suis très fâché, même furieux, agressé par ça. Nous, les jardiniers, sommes les premiers acteurs au monde de la biodiversité. Il faut que cela se sache. Et j'ai des chiffres pour cela. En 1900, il y avait 10 000 variétés potagères dans ce pays. Entre 1975 et 2000, on en a créé 3244 nouvelles. Et ça continue en permanence. Sachez que, par exemple, il n'y a pas moins de 100 nouvelles variétés de rosiers qui sont sur le marché chaque année. Nouvelles, qui ont été créées, qui ont des améliorations, des particularités. Parce que pour dire nouvelles, il faut que ça soit différent. Donc ça, c'est très, très important. N'ayez pas peur de jardiner dans votre côté horticole, parce que on joue un rôle qui n'est pas du tout négligeable. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, à ce niveau-là? Oui, j'ajouterais que si on laisse sauvage, le jardin n'existe plus. Hein. Si on laisse cette biodiversité, j'ai déjà laissé faire parce que on m'oblige à venir à Paris enregistrer des émissions. Ouais, non, mais ils sont méchants, hein, méchants, très méchants. Et bien, quand on laisse le jardin se développer tout seul, eh bien, c'est le géranium à Robert qui prend la place. C'est des grandes herbes qui sont là au milieu. Et la biodiversité que j'avais voulu créer, elle disparaît au profit d'une herbe ou deux qui prennent la place plus facilement. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de ça. Alors, que faire? Eh bien, donc le mélange, ça c'est la première chose. Et puis tu l'as dit, le point d'eau. Et tu l'as dit aussi, Caroline, c'est les abris, y compris les abris à oiseaux qui vont accueillir du monde. Créer des habitats. Par exemple aussi des zones un peu de rocaille, parce que pourquoi pas avoir quelques reptiles, hein, les petits lézards, les orvets, des choses comme ça. Bon, si vous avez une mare, vous aurez peut-être une couleuvre à collier. Je sais que certains d'entre vous vont dire bon, peu importe. C'est extrêmement utile parce que ça va aussi se nourrir de rongeurs et tout ça, ça crée un ensemble des plus intéressants. Allô Roland, es-tu avec nous? Allô, allô la Terre? Oui, eh bien, nous avons une question d'Alexandra. Par quoi remplace-t-on le compost lorsqu'on n'en a pas? Eh bien, c'est Caroline qui va répondre, puisque manifestement, bah oui, elle n'a pas de compost. Je pense que tu n'as pas de compost dans ton jardin. Si, j'ai un compost. Ah bon? Comment tu fais? J'ai fait mon petit coin compost dans mon coin. En fait, on peut tout faire en urbain. C'est pas parce c'est que... un scandale. Je le dis. Vas-y, raconte. Ne te laisse pas impressionner. Raconte. Non, je me suis fait un petit bac en bois et dedans, j'ai fait mon compost que je fais tout le temps. Et comme ça, je nourris mes plantes avec mon compost urbain, certes, mais je le fais. Alors j'ai dit que c'était un scandale et je maintiens. Ah non. Pourquoi? Pour la raison suivante, c'est que qu'est-ce que nous fait Caroline? Une sorte de petit compost miniature lamentable dans lequel la décomposition ne peut pas se faire correctement.
le compost ne doit se faire que sur des gros volume de manière à obtenir une température suffisante pour éliminer tous les pathogènes, parce que c'est pas parce qu'on met des épluchures de légumes tout d'un coup qu'on transforme ça en élément miraculeux. Donc peu importe, je suis un méchant, je le sais, mais je le brandis haut et fort. Le compost est une technique, on y reviendra, je l'ai déjà dit, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on accumule des déchets, que tout d'un coup on va transformer ça en or. Alors, le compost, d'abord, tu le fais, toi, bon, tu as la possibilité de le faire. Mais quand tu peux pas, qu'est-ce que tu fais? Alors, quand je peux pas, ça m'arrive. C'est-à-dire que je fais un peu comme Caroline. Et on a accumulé les déchets végétaux, alors qu'ils soient bruns ou humides. Et puis, ça n'a pas eu le temps de se composter. Ça arrive. Et donc là, je l'ai utilisé. Mais un peu comme je t'avais expliqué hors antenne, on a fait une butte pour les cucurbitacées. Donc, ce déchet, ce reste, je l'ai mis dessous. J'ai creusé un peu, j'ai mis dessous. J'ai rajouté de la terre, tout simplement. Et donc, j'ai replanté dessus. Donc, voilà, je l'utilise de cette manière-là. Ça répond pas quand même à la question, parce que comment faire quand on n'a pas du tout de compost? Oui, c'est ça. On en achète. On n'a pas le choix si on en a besoin. Alors, cette question elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à confondre les amendements organiques, donc les composts notamment, donc des fumiers décomposés, des algues, tous ces produits-là, avec les terreaux. Ce n'est pas la même chose. Un amendement, par définition, et un compost, est un élément que l'on va incorporer dans le sol. Et quand on cultive en ville, notamment dans des bacs, dans des pots, le compost, lui, ne doit venir qu'à 20%, 25% maximum en ajout d'un terreau, pour pouvoir leur donner un petit peu de boost. Et puis parce que généralement, quand il est bien fait, il est très riche en éléments micro-organiques. Vous avez dans le commerce, alors je vais les citer, Orbrun, Vivimus, Secret Vert, Bactériosol, Bovisol, Biofumure, Biochevo, Lombricompost, les guano, etc. Et ça, vous le mélangez avec le terreau. Et maintenant, on va planter. Morphose, je vous invite à vous reposer parce que nous avons une petite page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous sommes le 19 juin. Une belle semaine se profile. Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher Roland, dans ton jardin? Après, on demandera à Caroline ce qu'elle fait sur son balcon. J'allais dire, la première chose, je vais demander à Caroline comment elle plante ses tomates. Je veux savoir ce qui se passe à Vittel d'abord. Eh bien, là, on est en train de pincer un petit peu. On pince les courges, les melons, etc. Je vais surveiller parce que ça commence à pousser, ça prend de l'ampleur. Alors, les herbes indésirables, ça y est, j'ai fait le boulot la semaine dernière, j'ai rattrapé le retard et maintenant, il faut pincer parce que ça court un peu partout. Alors, explique. Alors, pincer, c'est-à-dire qu'on a des légumes, en particulier les melons, les pastèques, les courges essentiellement, qui commencent à prendre de l'ampleur. Et donc, on sait que sur un pied de melon, par exemple, avec 4, pour nous c'est 4, parce que au-delà, ça commence à coincer. À 4, ça va être bien. Donc, si on a trop long de tige, eh bien, la sève va s'en aller, elle va refaire des fruits à droite à gauche, il va y avoir des floraisons, elle va pas se concentrer sur mes beaux petits melons, les 4 melons par pied. Je sais, c'est pas beaucoup, mais chez nous, on en n'a général, pas... c'est bien. Et puis, on n'a pas un soleil toute l'année chez nous. Donc, je suis dans le Grand Est et donc, on a intérêt à se concentrer. Donc, voilà, pincer, ça, c'est la première chose. Alors, pincer, c'est couper des jeunes tiges herbacées qui ne sont pas encore dures, pas forcément avec les ongles.
hein, c'est le mot simplement. Donc prenez des petits ciseaux. Les sécateurs, ça va pas parce que les sécateurs, ça aime bien le bois. Donc petits ciseaux, vous faites un petit pincement toujours au-dessus d'une feuille ou d'une fleur. Évidemment, on peut couper aussi donc les tomates au-dessus du 4e bouquet de fleurs. Alors Caroline, toi, je viens de parler de tomates, t'en es encore qu'à la plantation. Oui, moi j'ai mis de côté. Alors moi j'ai vraiment un petit espace. Encore une fois, moi c'est le jardin urbain. Donc moi j'ai des petits plants de tomates qui ont commencé à pousser. Et là je vais les mettre en terre. Je pense dans cette semaine. Il faudrait peut-être se dépêcher un peu. Oui, je suis un petit peu en retard. Je le sais, j'ai au moins 15 jours de retard. Mais voilà, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, ça va pousser tranquillement. Et j'aurai mes petites tomates cerises. Donc on est vraiment sur du petit volume. On n'est pas sur le melon, on est sur voilà. Mais j'aurai mes petites tomates cerises comme ça pour l'apéro. C'est bien, c'est parfait. Très bien. En plus, ça pousse tout seul, pas besoin de les tailler. Nous, tu sais ce qu'on a fait? On les a plantés avec des dipladénias. On a planté des tomates cerises et on a mis des dipladénias à côté. Et ce que j'espère, c'est que le dipladénia va rentrer dans la tomate cerise, que ça va faire des trucs avec des fleurs partout. Ça risquerait d'être un peu rigolo. Normalement, on tuteur. Bon, on a mis quand même un tuteur. Alors, on peut parler des tuteurs aussi, ces fameux trucs en spirale. C'est pas forcément tout à fait génial, notamment pour les tomates cerises. Ah ben je peux t'en parler, j'ai eu une expérience malheureuse. Alors c'était pas avec les tomates cerises, c'était avec des tomates traditionnelles, classiques, et donc tu mets ton truc enroulé là, sauf qu'avec les pois de la tomate là, parce qu'on nous dit pas qu'il y a que ça pour enfoncer, donc moi il faut du lourd, quoi, il faut un truc qui tienne, et là, bim, tout est tombé. Donc, il faut, quand on est dans une serre, c'est bien parce qu'on peut les maintenir au-dessus. Il faut refaire un petit trou, mettre une ficelle, les maintenir au-dessus. Mais sinon, c'est pas le top. Hein. Hormis le fait que ça soit en aluminium, c'est pas le top. Alors, arrosage, il y a une belle semaine qui se profile de soleil, mais ça veut dire donc que les plantes vont avoir soif. Comment t'arroses? Eh ben, j'ai planté mes Oyas, j'ai reçu mes Oyas, je suis content. Alors, ne disons pas Oya, parce que tout le monde se trompe, c'est Olia. Traditionnellement, c'est vraiment les Olias. Les Olias. Olias, moi c'est espagnol. Tu utilises ça? Oui, des Oya. Alors moi je disais Oyas, il y avait un Y sur celle que j'ai reçue. O-Y-A-T est une plante. O-Y-A-S. Et H-O-Y-A est une autre plante. Ah bon? La fleur de porcelaine. Bon, l'Oya, O-Y-A-T, est une sorte de gramidée que l'on met sur les dunes pour les retenir. Oui, j'en mets dans mes jardinières parce que c'est vrai que par capillarité, ça diffuse l'eau tranquillement et je suis tranquille. Donc si j'ai effectivement un petit week-end prolongé, je mets mes Oya, je les remplis d'eau et comme ça je suis tranquille et j'en ai pris des suffisamment grands parce que les petites ne sont pas très efficaces. Non, il faut les remplir souvent. Ouais, donc là, moi, j'ai pris du 9 litres carrément pour les carrés potagers. Et là, 9 litres, on peut partir plus qu'un week-end. Alors, il y a un truc pour Caroline, c'est la bonne période pour multiplier par bouture certaines plantes de la maison. Et je t'invite à faire des boutures de feuilles avec les Sympolia, les violettes du Cap. Donc, il suffit de prendre une petite feuille et puis on la met dans une terre très très légère, hein. Il faut vraiment mettre au moins 50% de sable. Et on peut faire aussi des boutures de feuilles de bégonia rex. Tu sais, bégonia à feuillage. Alors là, ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre un tout petit morceau de feuille sur lequel on a ce que l'on appelle un triangle de nervures. C'est-à-dire lorsque vous avez deux nervures qui se rejoignent en fourche comme ça, on va prendre un petit morceau de feuille et puis on va soit le poser directement sur le sol ou l'enterrer jusqu'à l'endroit où les deux nervures se croisent. Après, on met ça dans une mini-serre dans la maison, hein, puisque là on est sur les plantes de la maison, et c'est assez sympa à faire, parce qu'après on a des bébés plantes qui arrivent. Mes chers amis, chose promise, chose due, nous avons une invitée, elle est venue pour parler de son livre chez Rustica Éditions, qui s'appelle Mon jardin urbain. Donc, vous avez pu comprendre depuis un petit moment que vous nous suivez que Caroline jardine en ville. Alors, justement, moi, j'ai trouvé assez sympa ce bouquin parce qu'en fait, bon, je ne vais pas être gentil comme d'habitude, mais je veux dire, ça n'a pas révolutionné la littérature horticole, mais c'est hyper sympa parce que c'est pour des gens qui n'ont pas forcément de connaissances extraordinaires, qui vont avoir des choses simples. En fait, tu racontes ce que tu fais. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un niveau très simple. Hein. C'est pas du tout avec des mots scientifiques, des mots latins ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour les gens qui vivent en ville, qui ont comme moi... Je confectionne mon propre kokedama. Il faut déjà savoir ce que c'est. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très... Oui, le kokedama, c'est cette plante-là qui grandit dans une sphère, dans une sphère végétale. Et c'est vrai que voilà, c'est toutes mes expériences. J'étais
j'adore la verdure, j'adore les plantes, mais je ne suis pas forcément une professionnelle du jardin. Je manque de connaissances comme tout le monde et je m'adapte, c'est-à-dire je sais vraiment par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées, j'en parle dans ce livre. Donc c'est très simple, c'est très illustré, avec des mots simples, mais c'est pour tous ceux qui aiment la verdure, mais qui n'ont pas forcément un grand jardin chez eux, quoi. Et puis quand même, qui recherchent des idées, parce que quand il y a des trucs sympas, le Noëlarium, un petit, alors c'est quoi c'est un petit terrarium pour Noël. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dedans là? C'est un terrarium qu'on va décorer façon Noël, c'est-à-dire qu'au lieu d'y mettre, je sais pas, certaines plantes, on va y mettre des petits conifères, on va tout faire comme un petit jardin de Noël. C'est vrai que on apprend dans ce livre à faire des terrariums, des kokedama, des choses plutôt simples quelque part, mais plutôt citadines. On voit ces petites choses simples. Il y a là-dedans, il y a le tataki-zome. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. C'est quoi le tataki-zome? Alors le tataki-zome, vous prenez un tissu en coton, tout simple. Alors vous pouvez le récupérer dans les brocantes, parce que l'idée c'est vraiment de récupérer les choses de seconde main. Et vous prenez des feuilles et vous allez taper ces feuilles sur le tissu et ça va, par la sève, en fait, va s'imprimer sur le tissu. Et vous pouvez faire comme ça de très jolies décorations. Donc certaines font des sacs à main, des nappes, des dessus de drap, enfin tout ce qu'on veut en fait, des dessus de lit, pardon. Et c'est très joli, c'est très simple à faire. Donc il y a aussi beaucoup de choses ludiques à faire avec des enfants. Si vous êtes des jeunes mamans, il faut les occuper. Il faut apprendre aux enfants justement la biodiversité, la nature, l'intérêt des plantes. Et avec ces petits exercices comme ça, on peut aussi apprendre tout ça. Alors vous voyez, c'est tout simple, c'est plein d'astuces, c'est hyper sympa. Ça s'appelle Mon jardin urbain chez Rustica Édition. Et l'auteur, vous l'avez devant vous et vous vous en rappellerez. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi l'avoir au moins 3 fois par semaine sur C8 avec William Lénergie. Tu as un compte sur Instagram? Alors j'ai également un compte sur Instagram et puis une petite chaîne YouTube aussi, si vous voulez aller faire un tour, qui porte mon nom, Caroline Munoz, où je fais des petits tutos urbains pour le coup. Alors Roland, qu'est-ce que tu nous fais toi? J'étais en train de repenser à Instagram et donc un hashtag qui s'appelle C'est fait pour moi qui va relancer l'enseignement agricole. On sait qu'on manque de monde chez les paysagistes, dans les jardineries. On a plutôt en production d'ailleurs qu'en paysage, parce qu'aujourd'hui la formation horticole elle est essentiellement axée sur le paysage. Je trouve que c'est une stupidité totale. Il faut d'abord apprendre les plantes, d'abord apprendre les sols, d'abord apprendre les cultures et puis après vous pourrez faire un jardin. Mais pas faire exactement l'inverse, ça je trouve ça complètement ahurissant. Et le problème, il est encore plus haut, c'est qu'il faut déjà trouver des petits jeunes pour venir dans le jardin. Et donc c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture a lancé ce hashtag C'est fait pour moi, avec tout un tas de petits tutos, tout un tas de choses qui vont inciter des petits jeunes, des teenagers, des adolescents à venir vers le jardin, à venir vers la nature. Et donc voilà pourquoi c'est très intéressant. Donc si vous êtes comme Caroline, une adolescente qui recherche à travailler sur la nature, eh bien, vous allez sur ce hashtag. Ça sonne encore pour Ryan. Alors, qu'est-ce que nous demande Ryan? Eh bien, il nous dit que le récipient utilisé pour le bouturage doit-il être nécessairement transparent ou translucide? Oula, alors... Je ne sais pas pourquoi on me pose la question. Alors, peut-être parce que c'est vrai que sur News Jardin TV, on a fait une vidéo de bouturage d'arbustes dans lesquels j'avais voulu avoir l'air malin en disant je vais faire de la récup et j'ai utilisé des pots yaourt en verre. Donc là, évidemment, ils sont transparents, mais il n'y a pas d'utilité particulière. D'ailleurs, il faut un peu réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des pots transparents? Pour le phalaenopsis, éventuellement, je cherchais une solution, parce que le phalaenopsis a des racines aériennes, donc il va peut-être avoir besoin, et on en trouve dans le commerce. Il y a beaucoup tu sais que c'est même pas pour ça, le phalaenopsis. Ah bon, c'est pourquoi alors? C'est uniquement pour l'arrosage. Parce que un phalaenopsis, quand il a soif, ses racines sont grises. Et quand tu les arroses, tiens, tu le feras, tu verras, c'est spectaculaire, tu peux le montrer à la télé. Tu arroses, dans l'instant, eh bien, les racines deviennent vertes. Ah oui, et donc, c'est une indication, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est notre petite princesse orchidée, Colombe Lecouf, qui est une professionnelle des orchidées, qui nous a montré ça. D'ailleurs, encore une fois, une autre pub pour News Jardin TV. Vous êtes de toute façon sur News Jardin TV. On a une vidéo sur l'arrosage. Non, mais justement, vous verrez ça. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit tout de suite la racine et elle vous dit, bon, maintenant, j'ai plus soif, tout va bien, c'est facile, comme ça. Alors, il n'y a pas d'intérêt, a priori. Parce que, bon, il est évident que les racines vont se développer dans le sol, donc normalement dans un milieu plutôt foncé. Ah oui. Après, on peut se dire, il n'y a pas que les racines.
les racines, c'est l'élément dont on a besoin pour que la bouture reprenne. Mais ce que l'on veut aussi, c'est qu'il y ait un bourgeonnement. Or, il semblerait, alors là c'est de la botanique un petit peu haut niveau, mais il y a une substance qu'on appelle le phytochrome, qui est, on va dire, une sorte d'alerte, une sorte de lanceur pour le développement de certains éléments sur les végétaux. Or, le phytochrome, donc chrome, il y a le côté lumière, et ce phytochrome, si on est dans un milieu 100% noir, eh bien, ne va pas agir. Et donc, on peut avoir une dormance maintenue sur les boutures, et le fait d'avoir, on va dire, soit un substrat très léger, soit éventuellement un contenant un petit peu translucide, pourrait aider. Oui. Bon. Il faut savoir que ce qu'on appelle le phototropisme négatif, c'est quoi? C'est que les racines, elles, vont vers le bas. Oui. Elles recherchent le noir. Parce que tu as dû remarquer, par exemple, à la maison, tiens, si on est par exemple comme dans ce studio, on n'a qu'une petite fenêtre, si on met une plante sur cette table, dans quelques semaines, toutes les fleurs et les tiges vont aller dans ce sens-là, donc dans le sens de la lumière. C'est ce qu'on appelle le phototropisme, c'est-à-dire l'attirance naturelle qu'ont les tiges vers la lumière. Ça, c'est le phototropisme positif. Alors que les racines, on ne les voit jamais remonter vers le sol. Oui. On va voir le géotropisme. Alors, le géotropisme, c'est autre chose. Ouais. Le géotropisme, c'est l'attraction terrestre qui entraîne de toute façon les racines vers le bas. Mais elles ont aussi ce phototropisme inverse qui leur dit c'est plutôt là où il fait noir qu'il faut aller se développer. Donc, moi, je suis quand même plutôt partisan pour faire des boutures, d'avoir une peau normale. Bah oui. Avec quand même, surtout, c'est plus important, un substrat qui soit adapté, à savoir donc quelque chose de très, 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 très poreux. Nous, on mélange généralement de la tourbe blonde avec du sable par moitié. Bon, on parlait de la tourbe, les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la tourbe. Vous pouvez prendre un terreau. Bon, après, des terreaux pour semis, voilà. Tout simplement. Alors, non, parce qu'ils ne sont pas suffisamment drainants. Regarde ce que on te vend dans le commerce, et pour une seule raison. C'est que la quantité de sable, elle est insuffisante. Et pourquoi elle est insuffisante? Parce que le sable, c'est ultra lourd. Le terreau de semis, oui, mais avec un bon petit tiers de sable en plus. Là, vous aurez vraiment ce côté drainant. Si vous ne l'avez pas, vous avez ce qu'on appelle la fonte des semis, et il n'y a pas de reprise. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors là, accrochez-vous encore une fois bien pour cette histoire botanique. Parce que nous allons vous parler de choses totalement invraisemblables qui sont ce que j'ai appelé les Mathusalem du monde végétal. Alors, c'est pas nous, c'est beaucoup plus vieux, qui sont les plantes les plus vieilles du monde. Alors, il y a les plantes elles-mêmes, et il y a ce qu'on va aussi appeler les colonies clonales, et on va essayer de vous expliquer ça, parce que les chiffres sont étourdissants. Est-ce que tu as une idée, tiens, Caroline, de ce que pourrait être l'âge maximal de la plus vieille plante du monde? Bah, je sais que c'est la fougère qui est, je crois, la plante... Non, ça c'est dans les plantes qui sont apparues sur Terre il y a longtemps. Ouais. Mais les plantes qui vivent... Qui vivent encore. Longtemps. Bah, il y a l'olivier qui vit près de 3000 ans, déjà. C'est pas mal, déjà. Ouais, c'est pas mal, On peut 3000 ans. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire mieux que 3000 ans. Beaucoup mieux. C'est déjà pas mal pour l'olivier. Beaucoup. Ah non, pour l'olivier, on est dans les maxi. Je crois que le plus vieil olivier, il est en Crète, et je crois qu'il est âgé, enfin estimé à 3006. C'est déjà fabuleux. 3006, c'est... Oui, il en a vu des choses. C'est avant notre ère. On était encore à l'époque des pharaons, 3006. Donc c'est extraordinaire. Mais on va aller sur des choses qui vont dépasser les 10 000, qui vont dépasser même... quand on va parler des colonies clonales, qui vont atteindre des trucs de fou autour de 50 à 80 000 ans. Oui, Populus tremuloide. Ah oui, moi j'étais sûr que c'était un peuplier, dis donc. Non, mais c'est un peuplier, mais c'est un peuplement de peupliers. Ah, un peuplement de peupliers, voilà, c'est là où il y a la triche. C'est parce dur que à ça dire. Ah, t'as cru que peuplement c'était une nouvelle plante? Non. C'est dur à dire, un peuplement de peupliers. De Populus en de plus. Populus. Tu rajoutes en plus. Donc c'est ce qu'on appelle une colonie clonale. En fait, c'est quelque chose d'impressionnant parce que ça, je crois que c'est 47 000 arbres, en tout cas celui qui avait été observé. Ah oui, donc c'est pas qu'un seul. Ah ouais, ça commence
commence à faire du monde, sur 43 hectares. Donc là, c'est quelque chose qui a 80 000 ans, mais ça se renouvelle, quoi. Hein. On peut quand même expliquer que c'est pas un seul individu qui a 80 000 ans. Alors en fait, c'est une découverte, on va dire, relativement récente, grâce justement à des outils de datation qui permettent d'avoir plus de précision, qui permet de comprendre que certaines plantes qui ont la faculté de se multiplier de façon végétative, ça c'est très important, c'est-à-dire donc qui vont se marcoter pour la plupart naturellement, partent en fait d'une souche mère et font des rejets, puis des rejets, puis des rejets, puis des rejets. Et on s'est rendu compte que génétiquement, c'était exactement la même chose depuis la souche jusqu'au nouveau. Ce qui veut dire, dans une certaine logique, comme en plus tout ce peuplement est rattaché à la même origine, qu'on a en fait affaire tout simplement à un seul et même être qui a été capable de s'auto-multiplier et de passer les siècles et les millénaires. Ce n'est pas les seuls au niveau des colonies clonales. Vous avez par exemple les pins-huons, les Lagarostrobos franklinei. Je comprends mieux. Ce sont des conifères australiens. Ils sont voisins des Podocarpus, si ça te dit quelque chose. Podocarpus, un peu plus. Qui ont des feuilles qui ressemblent un peu à celles des ifs. Plus de 10 500 ans, donc en Tasmanie. Donc c'est un bosquet. Et là, on sait d'autant plus que c'est une colonie clonale, parce que les Lagarostrobos sont des plantes dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et il y a des femelles. Si on avait affaire à une population, on va dire sexuée normalement, de multiplication, on aurait des mâles et des femelles. Mais là, ils sont tous mâles. Donc ça veut bien dire qu'on a le même individu qui s'est reproduit tout le temps, mais lui-même, il s'autoproduise. Bon, on va ressortir de ça parce qu'on n'est pas exactement, on va dire, sur un individu, bien que. Quels seraient quelques exemplaires d'arbres fabuleux? Ben oui, parce que en fait, c'est bien ces trucs-là, mais on préfère quand même l'arbre en lui-même qui pousse. Voilà, il est concret, lui. Il est là depuis 5000 ans. C'est le cas de Mathusalem, ça. Et un pin d'Amérique du Nord. Oui, à mon avis, il doit y avoir un rapport avec ça. Et il a 3000 mètres d'altitude. Il est là depuis 4850 ans. Oui. C'est ça, exactement. Enfin, alors, exactement. 52 maintenant, puisque ça fait 2 ans qu'on l'a trouvé. Voilà, non, mais ça fait plus de 2 ans qu'on l'a trouvé. Puis, alors, il a le nom Pilus longaeva, donc qui vit longtemps. Pour le protéger, la localisation n'est pas officiellement connue. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui pourraient avoir envie de se prendre une bouture. Enfin, je sais. Mais on croyait qu'il était mort, parce qu'il avait pratiquement plus de végétation. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait la sève qui continuait à circuler, etc. Donc, il n'a pas de feuilles, mais les scientifiques disent qu'il est toujours vivant. Alors, il est un peu concurrencé. Enfin, il y en avait un, c'est pour ça que je crois qu'on a protégé Mathusalem, parce qu'il y en avait qui s'appelait Prométhéeus, il avait 4900 ans, mais en 1964, il y en a un abruti qui l'a coupé. Oh là là. Bah oui. Alors, en France, quand même, au niveau des oliviers, ça te dit quelque chose? L'olivier de Roquebrune Cap-Martin. Non. 2000 ans. C'est le plus vieil arbre de France. Ah ouais. C'est à voir. Alors lui, c'est pas une colonie clonale, mais il pourrait donner cette impression-là, parce qu'en fait, il a comme des sortes de rejets, mais a priori, ils partent tous du même tronc. Donc c'est bien le même individu qui a... Même la colonie clonale. Mais oui, pour l'instant, c'est le plus vieil arbre de France. Au niveau des chênes, il y a un fabuleux chêne en Normandie. Ah ben il y en a en Normandie. Moi j'avais plus craqué sur celui de la forêt de Sherwood parce qu'il a vu Robin des Bois. il a 900 ans et donc 1000 ans même. Donc voilà. Mais les chênes c'est pas si vieux que les oliviers quand même. Hein. Ils n'arrivent pas à tenir aussi longtemps. Quand même. On a le chêne d'Allouville donc en Normandie, alors qui est complètement incroyable, le chêne d'Allouville-Bellefosse, parce que il y a une chapelle à l'intérieur. Ah oui. Et en fait, l'arbre, il est mélangé à une construction. On peut rentrer dans l'arbre en plus. Il est complètement creux. C'est génial. Donc ça, c'est à voir. Et puis on a des petits. Moi, j'ai eu la chance d'être le parrain là il y a pas longtemps. Alors, quand je dis parrain, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt le filleul d'un chêne qui a 360 ans. Qui est en Bretagne et qui est le plus gros chêne. Mais ça reste des petits par rapport, par exemple, à des grands baobabs
Il y a des baobabs qui ont autour de 2500, 2600 ans. Au Sénégal, certains disent bah, le mien, il a 5000 ans. Ça n'a pas été encore démontré. Alors, bien sûr, on a oublié les séquoias dindrons. Ah oui, bien sûr. Les grands séquoias de la Sierra Nevada, il y en a qui ont plus de 3000 ans. Donc ça, alors là, on est sur des individus... Oui, et puis là, ils ont la hauteur. Voilà. C'est impressionnant. Quand tu es au pied de ces arbres, c'est gigantesque. Alors, je voulais quand même aussi... pour saluer mon ami Miguel qui est derrière la caméra. Au Mexique, dans l'état du Chihuahua, il y a l'arbre à créosote, le Larea tridentata. Alors c'est pareil, on est aussi sur des colonies clonales, et il y en a un qui, lui, il a été carrément, on va dire, identifié au carbone 14, 11 700 ans. Ah oui, donc ça, on en est sûr. Donc ça, c'est l'âge de la souche. Hein, donc, alors, pourquoi je voulais vous parler un petit mot de Larea tridentata, c'est qu'on n'est plus dans les arbres. On est dans les arbustes, et donc là, on est sur vraiment la plus vieille plante du monde. Et je crois que c'est sur cette évocation à la fois éloignée mais fabuleuse que l'on se quittera. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Caroline de l'avoir partagée avec nous. C'était vraiment sympa. Merci à nos experts de la technique qui sont derrière la caméra. Miguel pour les caméras, Luc pour le son. Et puis bien sûr, j'embrasse les jardinières comme d'habitude. Ma petite jardinière Nicole, la petite perle qui est, mais vraiment, la perle absolue, on l'entend pas. Je dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.